à Washington Square Park, au cœur du campus universitaire de la très prisée NYU. C'est le parc d'amusement des étudiants de bonne famille. On est venu ici il y a 2 jours. Il y avait un spectacle de musique. Par l'odeur, je pourrais dire que ça sentait pas mal le printemps. Il y avait pas mal de monde qui fumait du pot ici. Mais si moi, je fumais un joint, pas que je ferais jamais ça, mais disons, si moi, je fumais un joint comme blanc, j'aurais pas mal moins de chances de me faire arrêter que toi, par exemple. Oui, c'est exactement ça. La lutte à la marijuana variera selon le secteur de New York où vous êtes, selon les gens qui s'y trouvent et qui constituent la majorité des habitants. Les policiers ont tendance à concentrer leurs efforts là où la population de couleur est plus nombreuse. Tu déambules dans Washington Square Park ou Prospect Park à Brooklyn et passes à travers des nuages de fumée de marijuana. Les gens fument et s'offrent du bon temps. Je ne dis pas que ça n'arrive pas dans les populations de couleur, où il y a là aussi des gens qui fument dans la rue. Je dis que les possibilités pour eux d'avoir affaire avec la justice sont plus grandes. Si on analyse la population des 18 à 30 ans par groupe racial, on constatera que les jeunes hommes blancs sont plus nombreux à posséder, à fumer et à vendre de la marijuana. Mais ce ne sont pas les jeunes hommes blancs qui sont arrêtés. Ce sont surtout les Noirs et les Latinos. Depuis 2009, on commence à se battre contre ces préjugés et on dit « ça suffit et il faut que ça arrête ». Les règles devraient être les mêmes pour tout le monde. Cette culture des 2 New York, 2 mesures, n'est plus acceptable. Si on veut grandir en tant que communauté et ne former qu'un seul New York, l'application de la loi doit appuyer le concept d'un seul New York. Dans les années 90, pour chasser la criminalité de Manhattan et rétablir la réputation de la ville, la police de New York a choisi de multiplier les interpellations et les fouilles aléatoires. C'est la politique du stop and frisk. Depuis, la police de New York a été à maintes reprises sévèrement critiquée pour ses tendances au profilage racial et à l'usage discriminatoire de cette méthode. Une des conséquences du stop and frisk est une avalanche d'arrestations pour possession simple de cannabis, visant principalement des jeunes hommes noirs et latinos. Si on te surprend avec un peu de marijuana qui n'est pas consommé et qui n'est pas à la vue de tous, on est censé te donner une assignation, comme pour un billet de stationnement, sans t'emmener au poste. Mais combien de fois ai-je vu le contraire? J'ai vu des policiers qui voulaient emmener quelqu'un au poste parce qu'ils n'aimaient pas sa tête ou la façon dont il leur a répondu. Ils vont mentir et dire que sa marijuana était à la vue du public, ce qui constitue un délit plutôt qu'une violation. Il arrive que la marijuana soit à la vue du public parce qu'on a demandé à l'individu ce qu'il avait dans sa poche. Le gars répond « de la marijuana », mais on lui demande « fais-moi voir ». L'individu obtempère et on lui déclare « maintenant c'est à la vue du public ». On est passé de la violation au délit. Il y a plein de choses que les policiers ne devraient pas faire, mais qu'ils font pourtant, pour des raisons mesquines. C'est absurde, et normalement, c'est rejeté par les tribunaux. Mais on a quand même fait entrer l'individu dans le système alors qu'on aurait dû simplement lui donner un billet et le laisser libre. Et puis passer une nuit en garde à vue peut avoir d'énormes conséquences pour l'individu. Avoir des effets sur son emploi, lui faire perdre son logement social, faire grimper un cas de violation non criminelle vers un cas de délit peut avoir toutes sortes d'effets ennuyeux. Si on légalisait la marijuana comme au Colorado, on aurait bien moins de problèmes. On gaspillerait moins de ressources et on réduirait la souffrance des gens qui voient leur vie brisée par leurs arrestations et leurs condamnations. Ça enrichirait l'assiette fiscale parce que la marijuana serait vendue et taxée. Ça s'intégrerait au commerce légal et les gens pourraient planer chez eux en toute quiétude. Il faut changer la loi. On ne peut pas laisser la situation à la discrétion des policiers. Les policiers ont toujours eu un pouvoir discrétionnaire et ils l'ont utilisé en fonction de leurs préjugés raciaux.
Dès qu'il est question de drogue, le système judiciaire américain applique des peines de prison sévères, même pour des crimes non violents. Au milieu des années 80, Tony Papa a été condamné à 15 ans d'emprisonnement pour avoir transporté une enveloppe contenant de la cocaïne. Depuis sa libération, Tony milite pour une réforme du système judiciaire et le traitement équitable des criminels. C'est un autoportrait intitulé « Le cauchemar de la justice ». Je l'ai peint en prison. Il décrit la vie et la mort pompées dans mes veines quand je jouais avec le système. On voit le jeu ici. J'ai tôt su que les dés étaient joués. La statue de la liberté retenant la balance de la justice, une paire de dés pipés, et la réalité de la situation, illustrée par la lumière qui me frappe quand j'apprends que ma cause est perdue d'avance. C'est la cellule de l'enfer. Ma cellule F50 à la prison de Sing Sing. Un véritable enfer. En prison, Tony découvre la peinture et c'est finalement grâce à ses toiles qu'il sera libéré avant l'heure. En 1996, après 12 ans de réclusion, il obtient la clémence du gouverneur de l'État qui aperçoit par hasard une de ses œuvres dans une exposition au musée Whitney. Mon emprisonnement m'a fait découvrir la place que j'occupais dans la société. C'est ainsi que je suis devenu activiste. Aujourd'hui, je m'oppose à la guerre à la drogue. J'essaie de sauver ceux qu'on a laissés derrière. Est-ce que vous pensez que vous auriez été traité différemment si vous aviez eu un autre nom et si vous aviez eu une couleur de peau plus pâle? Oui, je n'en doute pas. Cette guerre à la drogue aux États-Unis est définitivement raciste. Les Blancs consomment plus de drogue que les Latinos et Hispaniques. Par contre, quand j'étais en prison, 94% des prisonniers arrêtés sous la loi antidrogue Rockefeller de l'État de New York étaient noirs ou latinos. Quand j'étais lobbyiste, je suis allé à Albany, siège du gouvernement de l'État de New York, et j'ai rencontré les politiciens. Pour le bien-être du pays, ils vont affirmer ouvertement et publiquement que « Oh, ces lois sont efficaces, elles sont indispensables ». Mais derrière des portes closes, en privé, ils vont me dire « Regardez, papa, nous comprenons que ces lois sont improductives, mais si je tente de les changer, je vais perdre mon poste aux prochaines élections. » C'est à ce moment-là que je me suis dit « C'est insensé, je tourne en rond. Ces gens là-haut ne vont pas s'engager à changer les lois. Ça devra se faire de bas en haut. » Je n'ai aucune sympathie pour le magnat de la drogue qui en trafique d'énormes quantités. Mais les petits revendeurs, comme moi, qu'on épingle avec une sentence démesurée, ont toute ma compassion. Tout ça arrive parce que les lois sont racistes. Ma fille avait 7 ans quand je suis entré en prison. Ça l'a traumatisée, détruite. À 12 ans, elle a cessé ses visites en raison des longues files d'attente et du comportement abusif des agents. La réalité de son père disparaissant de sa vie l'a affectée. Notre relation a été difficile. La prison ne s'arrête pas à ses murs. Elle va au-delà de ces murs et a une incidence sur les proches de ceux qui sont incarcérés. La guerre à la drogue était et demeure une décision politique peu judicieuse. Une incroyable structure qui a dévasté de nombreuses communautés. C'est vraiment étonnant qu'elle soit toujours en vigueur. New York est un endroit formidable pour grandir. En fait, je viens de la ville de New York. Je suis née et j'ai grandi ici. C'est un endroit incroyable où tu connais des gens différents, où tu découvres ta place dans le monde. New York est l'endroit idéal pour essayer des choses. Mais New York diffère selon les personnes. Je suis noire.
Le New York que je connais n'est pas le même que celui des gens qui ne sont ni noirs ni latinos. Vous comprenez? Tout ça a beaucoup à voir avec les règles non écrites, pour les gens différents qui vivent différemment. Vivre à New York, c'est se tenir au carrefour de toutes les influences, de toutes les cultures. C'est le melting pot par excellence, mais c'est aussi un haut lieu de friction, où chacun ajoute à la sauce ses propres tabous, et où toutes les luttes morales de l'Amérique se jouent au quotidien. Poursuivez l'expérience en ligne tv5.ca.